Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce second talk show sur Motion Live TV avec comme thématique la mode et plus précisément dans le hip-hop. Le hip-hop influence la mode influence le monde. Avec nous aujourd'hui 5 invités avisés sur le sujet pour discuter, informer et répondre à vos questions que vous pouvez poser en commentaire tout au long de cette émission qui est partie pour durer 1 heure. On rappelle que vous pouvez aussi la suivre sur l'application Motion Live. Il y avait un concours organisé, le ou la gagnante sera annoncée tout au long de l'émission et pour les autres, rien de perdu, restez attentifs, il y aura des cadeaux à gagner. Belle thématique, je trouve, qui est peu abordée, je trouve que ça va être une émission intéressante. Avec nous aujourd'hui, Max Limol, bonjour, ancien basketteur, conférencier et consultant, tu es avant tout un collectionneur averti de sneakers depuis 35 ans. En 2012, tu fondes le site sneakers-culture.com et l'on reconnaît en toi le spécialiste de la culture sneakers en Europe. En 2015, tu écris le livre référence Culture Sneakers, les 100 baskets mythiques qui rencontrent un vif succès. Merci d'être avec nous. Max, à ta droite, Roger alias Chiki, tu as 20 ans, tu es danseur hip-hop depuis 6 ans et actuellement en première année de formation professionnelle à Motion Lab, ici même, pour élargir tes connaissances dans plusieurs autres disciplines. Merci d'être avec nous. Chiki, à ma droite, Noémie, alias Navy, tu as 20 ans également et spécialisée en hip-hop et en house. Tu es en 3e année de formation pro à Motion Lab. Merci d'être avec nous. À ta droite, Jimmy Youdat, tu es danseur, interprète et formateur depuis plus de 18 ans et membre du groupe Youdat. Tu transmets et partages ta joie de vivre et ta passion à travers le monde par le biais de ton art. En plus d'être invité aujourd'hui, tu seras également notre chroniqueur. Merci d'être avec nous, Jimmy. Et enfin, pour terminer, à ta droite, Max Mifa. Bonjour, en septembre 2019, tu crées l'Oiseau Moqueur qui est un lifestyle shop situé rue des Tourneurs à Toulouse. Vêtements, accessoires, sneakers édition limitée, l'Oiseau Moqueur sélectionne soigneusement des marques streetwear et lifestyle de qualité inspirées de la culture urbaine qu'on peut retrouver sur l'oiseaumoqueurshop.fr. Avant de commencer les questions, Jimmy va nous présenter une petite chronique en guise d'apéritif, si je puis dire, pour nous mettre dans le bain. Je te laisse la parole, Bien sûr, Jimmy. Je retire mon masque, je suis prêt. Donc, en fait, quand on pense hip-hop et mode, moi, je me suis dit directement, j'ai pensé au luxe, directement, parce que la mode, souvent, on la relie au luxe. Donc, je me suis dit, à quel moment le hip-hop s'est intéressé au luxe et à quel moment le hip-hop s'est positionné le luxe s'est positionné par rapport au luxe. Donc, en fait, directement, les premières images qui sont venues, c'était Tupac et Biggie, en fait, qui, eux, dans leur bif, en fait, il y avait aussi le bif du style, en fait. Parce que Tupac était l'un des premiers à s'habiller en Versace, et Biggie aussi s'habille en Versace. Et dans le son Hit 'em Up, où il était en 10 contre lui, il lui dit un peu, ouais, tu prends mon style, tu t'habilles en Versace. Et après, il dit Hypnotize, dans le son Hypnotize, Biggie répond en mode, ouais, d'ici, Versace, toujours, je suis habillé en Versace. Et en fait, Versace, la position qu'ils ont toujours avec le hip-hop, ils étaient vraiment toujours proches. On voyait la sœur, surtout quand il a été décédé, enfin, Gianni, quand il était décédé, la sœur, elle faisait des photos avec les rappeurs, etc. Et d'ailleurs, même après Migos, leur son Versace, il y a vraiment eu un rapprochement entre la marque Versace et le luxe. Mais ce n'était pas le positionnement des autres marques. Pour exemple, l'histoire de Dapper Dan. Dapper Dan, c'était un couturier des États-Unis, en fait. Et lui, en fait, il prenait des sapes, des logos, et il faisait des sapes avec, à New York. Et le gars était grave connu, tout le monde prenait ses sapes, etc. Mais Gucci, ils n'étaient pas contents. Et ils ont porté plainte contre lui pour qu'il arrête de faire ça. Mais, parce qu'il y a un mais, plus tard, qu'est-ce qui se passe? Gucci fait un défilé et reprend exactement le même type de sape que Dapper Dan. Et là, les réseaux sociaux, ils s'emballent, ils disent, ouais, copiage, enfin voilà, gros pompage, etc. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour enlever la polémique, Gucci, ils ouvrent un magasin avec lui. Et en fait, il sponsorise un magasin. Et aujourd'hui, il a un magasin à New York où en fait, il retouche des sapes, il retouche des costards. Et en fait, ça montre exactement toute l'hypocrisie du marché. C'est-à-dire qu'à la base, le luxe était contre le hip-hop. Et après, quand ça devient stylé et qu'aujourd'hui, tout le monde écoute du rap et le rap, c'est mainstream, là, ils utilisent le hip-hop. Et en fait, ça montre exactement comme quoi la seule chose qui influence tout le monde, c'est le marketing. Autre exemple, Lacoste. Lacoste, au début des années 2000, Arsenic, groupe de rap, habillé en Lacoste.
Il faut même la couverture de Groove avec un crocodile. Temo et Sner font Lacoste. Tout le monde dans les cités s'habille en Lacoste. Lacoste contre ça. Qu'est-ce qu'ils font Lacoste? Ils augmentent le prix pour que plus personne puisse acheter. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des collabs avec tous les rappeurs. Ils prennent tous les rappeurs. Et d'ailleurs, ils font une collab 9 avril avec mon pote Léo Walk in Paris. Ils font une collab 9 avril avec lui. Pour dire que totalement le changement. Et pour appuyer ce que je dis, la position de la danse en fait. C'est qu'aujourd'hui, qui pourrait penser qu'en 2021, pour la sortie de Louis Vuitton, il y a des danseurs hip-hop qui dansent au défilé. C'est pour dire toute l'hypocrisie. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le hip-hop, c'est plus juste une culture, c'est devenu un objet marketing. Parce que les gens qui payent et qui ont un pouvoir d'achat, ils écoutent du hip-hop. Donc, les marques, elles changent totalement leur manière de brander. Donc, elles utilisent le hip-hop pour vendre des affaires. Et nous, on les trouve cool et on les achète. Exemple, la pub Burberry's, il n'y a que des danseurs hip-hop. Je crois que c'est Kenzo, je crois, où ils ont pris Joey Badass en mode égérie. Gucci, qui ont pris Tyler the Creator et A$AP Rocky. Les marques, elles prennent les danseurs, les gens qui viennent de la culture hip-hop et elles s'en servent pour vendre. Alors qu'avant, les danseurs hip-hop, ils mettaient les marques de luxe pour dire que moi, je ne suis pas comme vous. Donc c'est vraiment le changement de positionnement que je trouve intéressant et qui montre vraiment l'influence et l'émergence en fait du hip-hop dans la culture de la mode. Merci beaucoup. Alors, tu as répondu à toutes les questions de l'émission, en fait. Hein. Ça y est. Merci. Là, on voit que oui, il y avait des marques qui voulaient pas forcément collaborer au début avec les artistes par rapport à leur image. Ils pensaient que ça nuirait à leur image, mais au final, qu'est-ce qui l'emporte? C'est la consommation, donc l'influence d'un mouvement. Et aujourd'hui, les marques finissent par collaborer. Mais d'ailleurs, on peut se poser une question, et je vais l'adresser à Max Limol. De quand date la vraie première collaboration entre une marque et la culture hip-hop? Alors, la collaboration officielle, elle s'est faite en 1936 avec Run DMC et Adidas. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au début, les marques étaient très étonnées de cette récupération un peu négative de leurs produits, parce qu'à la base, une chaussure de sport, c'est un équipement sportif. Jusqu'en les années 70, les paires étaient copiées des sportifs. Je vais même faire une autre analogie. Dans les années 60, il y a un phénomène qu'on appelle les blousons noirs. Qu'est-ce qu'ils ont au pied? Des Santiago, des Gégel ou des Crepers. Donc 10 ans plus tard, c'est encore les sportifs qui ont les paires. Ce qui va se passer en 86, c'est complètement révolutionnaire. Pourquoi? À juste titre, Run DMC sur un morceau qui s'appelle My Adidas. À tous les concerts du groupe, les gamins se déchaussent et brandissent en l'air leur paire d'Adidas. Il a fallu que le directeur marketing d'Adidas vienne à un concert au Madison Square Garden pour voir le phénomène. Et c'est là, effectivement, qu'il signe un chèque de 2 millions de dollars à des non-sportifs. C'était la première fois que ça se faisait sur la planète. Mais une petite anecdote que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que pour moi, le premier a été Sydney. Sydney de HIP, qui a été, entre guillemets, brandé Adidas. Il n'a pas vraiment eu une collab, mais il a eu un produit, entre guillemets, étiqueté Adidas. Pour moi, l'histoire retiendra que c'est quand même un Français qui a eu cette démarche-là, mais que c'est les Américains qui ont mis réellement en œuvre le projet avec toute la puissance marketing qu'il faut. Donc ça a été Sidney le premier ambassadeur, on va dire, quelque part, de la marque Adidas. Voilà, qui était le premier ambassadeur, puisque bon, c'est pas faire insulte à Sidney, c'est quand même lui qui a eu la première édition hip-hop, pas en Europe, on va dire dans le monde. Dans le monde. Voilà. Et, tout à fait. Et pour la petite histoire, il avait même demandé l'autorisation par déontologie à Bambaataa s'il pouvait appeler l'émission hip-hop. Voilà. Et Bambaataa lui a dit mais c'est incroyable, nous on n'a pas ça aux États-Unis, bien sûr, allez-y, appelez-la comme ça. Donc effectivement, premier ambassadeur du hip-hop et aussi avec ses marques. Et pour en revenir sur ce contrat-là, quelles ont été les conséquences? Parce qu'il me semble que c'était un contrat avec des chiffres quand même assez importants. Suite à ce contrat-là, ils ont quand même fait une tournée nationale aux États-Unis qui a rapporté beaucoup d'argent. Certains ont dit le chiffre de 150 millions. 1 million pour rapporter 150 millions, je pense que les dés sont pipés. Les marques avaient déjà compris, avaient déjà changé un peu leur marketing, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je parle pour ma génération. J'étais entre guillemets un addict, mais je parle de 85. Aujourd'hui j'ai 49 ans, j'ai commencé en 85. En 85, on était vus comme des ovnis, il n'y avait pas beaucoup de passionnés. Donc on était un marché niche.
le marché niche, ils l'ont transformé en marché réel, et le marché réel, il est devenu complètement mainstream. C'est pour montrer qu'en fait, que le modèle marketing des marques fait qu'ils étudient une génération entière. Nous, on était cette première génération dont les baskets étaient notre premier style. Quand on voulait se différencier des uns et des autres, on s'affubait avec soit un vêtement ou soit une basket. C'était vraiment notre premier style à nous. Donc les marques ont entretenu, c'est pour ça que je dis que, je le dis très modestement, c'est nous qui avons permis un petit peu l'émergence de ce marketing assez agressif des marques, qui est bien et quelquefois qui est vraiment pas bien, puisque tout simplement, elles ont étudié le marché, elles ont étudié la possibilité de transformer ce marché niche en mainstream. D'accord. Et est-ce que la question un petit peu ouverte, si vous avez une anecdote ou une signification, c'est quand on commence, pour en finir avec la partie un petit peu historique, dans la culture hip-hop à se saper, on emploie certains codes qui sont peut-être contestataires. Moi j'avais entendu que en fait, l'histoire de la casquette à l'envers, ça venait des gars quand ils devaient se confronter pour mieux voir l'adversaire, du coup ils mettaient la casquette à l'envers, où il y avait l'histoire de ne pas porter de ceinture ou de lacets en référence aux prisons. Finalement, nous, après, avec les années, quand ça s'est élargi, on a un peu copié le style des Américains, sans des fois savoir pourquoi, parce qu'on trouvait ça stylé. Mais est-ce que vous avez une anecdote, une référence là-dessus, sur le pourquoi on a commencé à mettre tel type de fringue ou pas au début? Alors j'ai peut-être quelque chose, j'espère que tout le monde ne sera pas d'accord, en tout cas c'est ma version des faits pour le hip-hop, pourquoi cette tenue-là. Pour moi, assez souvent, on ne se rend pas compte que le baggy, les tailles démultipliées, ça vient d'où? C'est un style en fait BCBG. Le BCBG portait son petit Lacoste avec son petit 501 bien centré. Dans son regard transgressif par rapport au hip-hop, on prend la même chose et on démultiplie les tailles. Donc le 501 en 34, on met un 44 et tout ce qui accompagne la tenue est démultiplié. Mais ils se sont forcément inspirés de style. C'est vraiment le style BCBG. C'est toujours en réaction, comme c'est un mouvement qui était transgressif, qui était à contre-courant de l'époque. Donc il y a eu ces transgressions par le vêtement et aussi par la musique. D'accord, ok. Juste pour dire que je suis exactement d'accord avec lui, c'est qu'avec Max, désolé Max, mais en fait ce que je veux dire c'est que en fait, c'est en réaction à quelque chose en fait. C'est que souvent, toute l'histoire du hip-hop, l'hip-hop, c'est prendre quelque chose de négatif et le transformer en quelque chose de stylé, en fait. Et les États-Unis, ils sont énormément dans ça. L'histoire du lacet, même l'histoire en France, par exemple, le jogging sur la chaussette, c'est pour montrer qu'on n'avait pas de shit dans les chaussettes. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça où, en fait, c'était jouer, c'est en fait de prendre quelque chose qui nous stigmatise et de le rendre stylé. Et le summum de ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la danse, mais c'est dans le langage, c'est le mot nigger, par exemple. Que, par exemple, qui pour dire esclave, l'ont transformé en quelque chose de « écoute, c'est comme ça que je t'appelle et je vais rendre ce mot stylé » et qui va faire que de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est insultant parce que c'est une histoire, mais de notre bouche, on va le rendre stylé et tout le monde aura envie de le dire, alors que c'était une insulte. Et en fait, c'est ça, en fait, le style hip-hop. C'est de prendre un style, prendre quelque chose qui pousse la controverse, avoir le pantalon baissé, se dire comme ça, quand je vais au police, j'ai pas besoin de retirer ma ceinture, je suis déjà prêt pour aller en 11. C'est pour aller au contraire et de danser avec, et de danser avec, de rapper avec et de le montrer et que les gens ils puissent dire waouh, en fait j'ai envie de le mettre comme ça alors que moi j'ai rien à voir avec la prison. En fait c'est ça la puissance du hip-hop, c'est de rendre des choses qui sont stigmatisantes et de les rendre stylées. C'est ça qui est intéressant. Donc de base, il y a un côté contestataire, et puis ça évolue. Donc ça, c'était vraiment les débuts. Et puis arrive, j'ai envie de dire, là je vais revenir sur la France, la grande période du streetwear. Beaucoup de marques, sans les citer, que ce soit ici à Toulouse ou même en France, arrivent. Il y avait beaucoup de magasins streetwear. Et là, beaucoup ont disparu. C'est une question ouverte, à votre avis, pourquoi? Est-ce qu'il y a une évolution du streetwear? Il y avait dans tous les magasins des gros baggy, des gros sweats qui pesaient 2 kilos, qu'on achetait très cher et qu'on gardait 15 ans. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Beaucoup de marques ont disparu, on va dire à partir de 2010. Pourquoi, à votre avis? Pour moi, c'est l'évolution du rap. Ça veut dire que il y a aussi le gap entre ce qui était franco-français. C'est-à-dire qu'avant, il y avait... Parce que tout ça, c'est vu avec l'âge du rap, quand Skyrock était obligé de mettre des sons français, et que c'est la première radio nationale
qui met de la musique française, du rap français. Donc les rappeurs deviennent visibles et les rappeurs portent des marques, leur merch à eux. Donc forcément, quand on voit des gens, on s'associe à eux. C'était tout le cas de Comate, c'était le cas de Blue Rot avec le Funky Family, c'était le cas de Dia avec le Secteur A. KDD pour le groupe local. Ouais, pour le groupe local. En fait, le fait que les rappeurs français ils aient de l'exposition et en plus ils portent des marques françaises, tous les gens du quartier, eh bien, ils s'associent à ça et ils vont payer les marques. Le truc d'aujourd'hui, c'est que les rappeurs sont encore visibles, mais ils ne veulent plus créer de merch. Ils veulent porter du merch américain pour justement avoir l'air au-dessus et de montrer leur ascension. C'est-à-dire que maintenant, les rappeurs, ils portent du luxe. Est-ce que, parce que du coup c'est super intéressant ce que tu dis, parce que on voit qu'il y a d'autres styles vestimentaires qui traversent les âges sans bouger. Je pense par exemple au style gothique ou au style un peu skater dans les lycées, toutes les générations confondues. On a encore aujourd'hui la personne qui va s'habiller gothique, etc. Alors que dans le hip-hop ça évolue. Donc on pourrait comprendre que c'est parce que les rappeurs influencent les jeunes. Et toi, par exemple, Max, est-ce que tu penses qu'il y a un âge prédéfini ou est-ce qu'on va développer son style, on va choisir son style? Je pense surtout que de toute façon, c'est la définition même un peu du hip-hop, dans le sens où je pense que c'est surtout, avant tout, un art de vivre. Et cet art de vivre, c'est avant tout, en fait, ça reprenait un peu ce qui avait été dit avant, s'approprier les choses et décrypter les codes et les faire à sa sauce, en fait. Et après, c'est à chacun de le rendre le plus stylé possible pour que ça influence après d'autres gens qui vont encore le grader. Et c'est pour ça que je pense que, pour répondre à la première question, qu'il y a des marques qui ont disparu, c'est parce qu'au bout d'un moment, elles devenaient trop visibles et du coup plus assez personnifiées. Donc quelqu'un a changé les codes et en fait, ça fait tout le temps évoluer les choses. Donc après, je pense que plus on est jeune, plus on est attiré par ce qui est le plus visible. Et plus après on s'assagit et on va rentrer dans quelque chose de plus personnel et moins dans ce qui est mainstream. Je pense passer la vingtaine, on commence vraiment à se découvrir une vraie personnalité et du coup on s'affirme un peu plus avec son propre style, ses propres goûts. Mais avant c'est vrai que c'est assez mainstream et on va faire ce que le copain a ou ce que la télé nous dit qui est le plus stylé ou tel rappeur, quoi. Puis il y a aussi une question d'âge. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui se sapait hip-hop à 20 ans va complètement arrêter de se saper hip-hop à 40, mais il aura quand même adapté un peu son style à son âge, j'imagine. Comme je te dis, pour moi, le hip-hop, c'est un art de vivre. En fait, c'est pas... le baggy définit pas le hip-hop, c'est plus la manière de le porter qui va définir que c'est hip-hop, en fait. Et du coup, je pense que quelqu'un qui a 20 ans mettait un hip-hop, même si après il va évoluer, avant on mettait des pantalons de plus en plus larges, on en a mis des plus en plus fins, et puis là on fait un entre-deux, mais c'est la façon de le porter. C'est-à-dire à deux pantalons égaux, c'est vraiment la façon de le porter qui va définir qu'on est plus ou moins hip-hop, selon moi, quoi. Ok. J'en profite pour annoncer le premier gagnant du jeu concours qu'il y avait. Donc bravo à Tom Duplex qui remporte un lot de l'oiseau moqueur. Et puis on va poser une deuxième question pour gagner un lot. Donc à vos téléphones, question de rapidité, d'accord? Avec quel YouTuber l'oiseau moqueur a-t-il collaboré? Max. Première réponse, gagnant. D'accord? Donc, question de rapidité, des indices sur l'Instagram, l'oiseau moqueur. Donc là, vous pouvez vous déconnecter rapidement et revenir pour tenter de gagner un lot. Il y en aura un deuxième après. Petite annonce aussi, puisque on est là ici sur Motion Live et il y a l'application Motion Live et il y aura des cours gratuits sur Motion Live du 12 avril au 14 mai, 2 cours par soir. C'est gratuit pour tout le monde, ça vous permet de tester un petit peu l'application que vous pourrez retrouver sur le Play Store, Android et Apple. Voilà, ça c'était pour la petite actu, la petite info. Et puis on va revenir tout de suite aux questions sur le style. Je vais m'adresser à toi, Chiki. Est-ce que toi tu as déjà eu un style, on va dire, casual, basique, avant d'avoir ton propre style? Franchement, ouais, je m'inspirais énormément de ceux que je côtoyais au collège. Donc avant, c'était ma mère qui m'habillait. Je me suis arrêté, forcément, tu vois. Quand tu t'habilles, c'est pas toujours plaisant, tu vois. Donc j'ai commencé à m'habiller
à m'habiller par moi-même au collège. Et je fréquentais des gens issus de la communauté antillaise. Et donc, comme je m'identifiais à eux, ils avaient souvent, à cette époque-là en tout cas, donc c'était entre 2011 et 2016, ils portaient beaucoup les jeans serrés, comme tu disais, un peu taille basse, tu vois. Et avec les bandanas, les chemises à carreaux, ça s'inspirait beaucoup des Chris Brown, des Escher et tout, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc je m'habillais beaucoup comme ça. Et pendant mon collège également, je suis rentré dans l'univers de la danse hip-hop. Et à ce moment-là, du coup, les styles étaient complètement différents. Donc il y avait le mélange des styles un peu sportswear, c'est-à-dire ensemble, jogo, tout ça. Et j'aimais beaucoup le style du coup. Et je me suis réellement inspiré de ce style-là, que ce soit dans les... encore aujourd'hui, hein, franchement, je ne vais pas mentir, je m'inspire beaucoup de ça. Comment je pourrais dire ça? Des jogging... Ouais, voilà, des Serwell. Par exemple, le jogging de cette américaine qui a sorti les Chachi Gonzalez. Chachi Gonzalez, ouais. Chachi Gonzalez, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Je portais grave des trucs comme ça. Aujourd'hui, j'ai honte, hein, je portais grave des trucs comme ça. Des joggings un peu larges ouais, et après qui serrent en bas. Ouais. C'est ça, t'as capté. Et je me sentais bien aussi en danse. Et comme c'était large, je me sentais aussi mieux. Je sais pas, je me sentais bien, tu vois. Donc j'ai continué à porter du large. Et aujourd'hui, je porte des pantalons mi-large, mi-serrés. Ça dépend de mes humeurs, quoi. J'ai pas de taille prédéfinie. Ok. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand on s'était vu à un battle une fois, tu avais dansé avec la doudoune et je t'avais dit, mais t'as pas un peu chaud et tu m'as dit, non, moi ça fait partie de mon style, quoi. Ouais, je danse avec ma doudoune, ouais, je suis bien, ça fait partie de mon personnage. Ouais, c'est quoi. ça, c'est ça. J'étais d'humeur à porter une doudoune ce jour-là, tu vois. Okay. Et dans le style de ce jour-là, je voulais vraiment. En plus, j'étais bien, il faisait chaud et tout. Et non, franchement, c'était cool. Non, c'était mon humeur. Franchement, c'était mon humeur. T'étais bon. Ah, j'étais bon de ouf. Moi, j'ai une question pour toi, Noémie. Quels sont les facteurs qui t'ont amené à créer ton style? Est-ce que s'il y a eu un processus ou pas du tout, tu vois, ça a été un peu au feeling, ou finalement, après réflexion, est-ce que voilà, tu peux te dire, ouais, en fait, si ça a été la cause du fait que je mette ce type de vêtements, ou c'est grâce à ça, ou pas du tout? Alors, il faut dire qu'avant, j'habitais dans un village paumé en Espagne où il n'y avait rien, pas de fripe, pas de magasin, rien du tout. Du coup, je m'habillais un peu comme tout le monde, les vêtements que portait tout le monde dans les 2 magasins qu'il y avait dans la ville. Et moi, je regardais des films, des séries. Moi, je regardais les Totally Spice, je les regardais, je disais, ils sont trop stylés, ils sont habillés trop stylés, je vais m'habiller pareil. Mais il n'y a rien pour acheter, j'avais rien pour acheter. Du coup, c'était plus le fait de partir en France, de venir en France, de découvrir tout le monde des friperies, de pouvoir m'habiller comme vraiment je voulais, genre en mode années 2000 et tout ça. C'était plus le fait de venir en France et voir qu'il y avait tellement de possibilités que vas-y. Pourquoi pas porter un... Tiens, je vais essayer ça, essayer ça, et puis tiens, ça me plaît, ça je me sens bien dedans. Pourquoi pas des lunettes de ski avec un maillot de bain, par exemple. Par exemple, pourquoi pas. Belle démonstration aujourd'hui d'ailleurs. Tu vois, donc ça a été vraiment les facteurs, ça a été, toi, tu arrives ici, donc parce qu'il y a un contexte aussi géographique, et tu dis, il y a plein de possibilités, et du coup je vais tester et voir ce qui me colle le mieux, quoi. Effectivement. Ok. Mais il y a des questions qu'on peut se poser, tu vois, par rapport à la danse, et moi, je vais la poser à Jimmy. Est-ce que tu as trouvé ton style grâce à la danse, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est ton style vestimentaire qui a façonné ta danse un peu? Sincèrement, la danse complètement a façonné mon style. Parce qu'en fait, non, c'est pas la danse uniquement, c'est vraiment le hip-hop. C'est pas uniquement la danse, c'est vraiment l'univers hip-hop. Parce qu'en fait, avant, tu fais du mimétisme. Et après, comme il le disait, tu commences à t'affranchir en tant que personne et tu veux vraiment t'affirmer en fait. Au début, tu étais dans un système d'appartenance, tu veux appartenir à une communauté et après, tu veux être quelqu'un dans la communauté. Et en fait, c'est quand je veux être quelqu'un dans la communauté que je me suis dit, attends, je veux pas vous ressembler en fait. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir, pas seulement mettre des choses qui me plaisent,
mais aller plus loin que les choses que je mette, elles veulent dire quelque chose pour moi. Et en fait, ça donne un sens à ma danse et ça donne un sens à tout. Je pense que si j'avais pas fait si j'avais pas dansé, si j'avais pas été proche et activiste dans le hip-hop, j'aurais pas eu le style vestimentaire que j'ai aujourd'hui. Mais le style vestimentaire que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je voulais être pas pareil que les autres personnes qui dansent hip-hop. Donc tout ce que je prenais, et c'est un truc tout bête, mais je pense que c'est pareil pour quand on commence à avoir un certain âge, je sais pas si c'est l'âge ou l'expérience, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, tu mets plus les choses juste pour les mettre. Tu dis quelque chose avec ta sape. Ok. Et en fait, ça a changé ma manière de consommer et ça a changé ma manière d'acheter les choses. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, je me dis, tiens, ça représente ça, j'aime cette idée-là, et c'est pour ça que je mets ça. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, les marques ont compris que l'univers hip-hop, c'était quoi? La discipline, le dépassement de soi, et ça, ils se sont servis comme valeur pour dire comment on va les affubler, comment on va les habiller. Je prends l'exemple du baggy. À un moment, il y avait une mode aux États-Unis, à l'époque je vivais là-bas, en 95 ou 96, les baggy étaient hyper larges, on ne voyait pas les chaussures. Et 2 ans après, les baggy, ils ont tous rétréci. Ils ont tous rétréci. C'est pas possible, puisque l'industrie du textile, l'industrie de la chaussure, ça vaut combien? Aujourd'hui, ça vaut à peu près 80 milliards. Voilà, ça vaut 80 milliards. C'est quoi 80 milliards? C'est pratiquement, je crois que le budget du ministère de la Culture et de l'Éducation en France, c'est 8 milliards. Donc ça vaut 10 fois plus. Donc l'univers de la sneakers drive aussi l'univers du textile. Donc pour moi, ce sont des gens, entre guillemets, qui se mettent d'accord, qui s'accordent sur des styles pour qu'ils se vendent autant de jeans que de sneakers. Donc il y a quand même, d'une certaine manière, c'est vrai qu'on en parle très peu, il y a un effet de collusion. Je prends aussi le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de marques tiennent des cahiers de tendance. Donc est-ce qu'ils s'inspirent de la rue? Est-ce que c'est les marques qui s'inspirent d'autre chose? J'ai été amené à rencontrer des gens qui tenaient vraiment des cahiers de tendance pour les marques, qui décryptaient les tendances, ou qui me demandaient du consulting, à savoir, selon toi, qu'est-ce qui pourrait marcher dans 2-3 ans? Est-ce qu'il faut qu'on mette plus de couleurs sur les paires? Il faut pas, je reviens encore sur un phénomène des années 90, du milieu des années 90. Pourquoi il y a cette création du segment lifestyle au niveau des baskets? C'est parce que tout simplement, le marketing et le design se mettent ensemble, en symbiose, pour créer le lifestyle. Pourquoi? Parce qu'en 1994, Nike, la marque Nike, réunit des collectionneurs et leur demande, voilà, on est une jeune marque, quels sont les produits qu'on pourrait ressortir? Ils ressortent la Jordan 1, ils ressortent la Jordan 3, donc ils prennent quand même le soin de réunir des connaisseurs, donc de réunir, entre guillemets, de ce que j'appelle des geeks de la sneakers. Ça vaut pas grand-chose. Les sneakers addicts qui font beaucoup de bruit, qui sont une grosse locomotive pour l'image des marques, c'est même pas 4% de la consommation. Donc en gros, ça veut dire que toutes les paires qu'on achète, elles ne rentrent pas réellement en compte de chiffre d'affaires des marques. C'est peut-être chez Nike en tout cas, il y a à peu près 10 ans de ça, c'était la Air Max Vomero qui faisait la marque vie. C'est une paire qui coûte entre 60 et 80 euros. Et ce n'était pas les dernières Jordan, les dernières Air Max 1. Donc il y a des choses à savoir pour bien comprendre la stratégie que posent les marques sur certains produits. Je pense que ça a été en fait au final un processus qui a été bilatéral dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs se sont appropriés des marques, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, elles ne voulaient pas, et puis au final il y a d'autres marques qui se sont dit attends, qu'est-ce qu'ils portent ces mecs-là, on va essayer de créer un produit qui peut leur plaire. Ça s'est un peu fait dans les deux sens. À la base, il n'y avait rien qui était fait pour cette culture, quoi. Donc ils ont pioché sur le côté peut-être sportswear et tout ça, l'aisance aussi, et puis après le travail, comme tu viens de l'évoquer, c'est fait dans l'autre sens. Vous prenez des exactement, et je voulais donner l'exemple de la Air Force. Parce que la Air Force, en fait, c'est la paire la plus rentable de Nike. Ils n'ont jamais fait de promotion avec. Jamais. Mais elle est dans toute l'équipe de rap. Et tout le monde a une paire de Air Force. Et elle fait des collabs de partout. Et même, il y avait un délire aux États-Unis où tu voyais, je crois que c'était Fat Joe, il avait plein de paires de Air Force blanches. Et à chaque fois, il sortait avec sa fresh Air Force One. Et en fait, c'est Jay-Z. C'est Jay-Z avec sa Air. Et tout le monde à New York, tout le monde avait une paire de. C'est la base, tu as une paire d'Air Force blanche en fait.
Et en fait, la paire d'Air Force, c'est la paire qui signifie peut-être vraiment la puissance entre guillemets du hip-hop, parce que c'est la paire la plus rentable. Ils n'ont jamais fait de com. Jamais, ils ne sont jamais pris. On va faire une pub pour la Air Force One. Pas besoin. Les gens, ils la portent déjà. Les gens, ils la rock. Et les gens, il y a des collabs. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui la portent. Et en gros, les gens, ils la porteront encore. C'est un truc de ouf que la paire, elle a des années. Elle est toujours au pied. C'est un basique en fait. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir, pour moi, la Air Force, c'est l'un des plus gros symboles du hip-hop parce que ça reprenait un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, dans le sens où il n'y a pas de code à proprement parler, dire t'as une Air Force, t'es hip-hop. Non, c'est comment tu portes ta Air Force qui va te rendre hip-hop. Parce que la Air Force, c'est vraiment dans tous les styles, on peut la mettre à un mariage, peu importe où. Mais au final, c'est vraiment comment tu vas la porter, comment tu vas te l'approprier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce modèle, c'est pour ça qu'il n'est pas si accessible. Il paraît facile, il est simple, il est basique. Mais c'est comment tu le faire devenir hip-hop, c'est là que ça devient tout un art en fait. Et il y a aussi après les artistes qui sont les premiers ambassadeurs des marques. Donc s'il y a un artiste qui est suivi, qui a une communauté qui commence à porter une marque ou un certain type de vêtements, un peu à l'image des sportifs également, quoi. Mais moi tout à l'heure, je suis tombé par hasard sur un reportage sur Arte où il parlait de Paris, la capitale de la mode. On peut imaginer, c'est une question que je me suis posée, on peut imaginer que les créateurs de mode se sont aussi inspirés du lifestyle hip-hop pour les réintroduire dans leur création. Et là, il y a des créateurs qui sont partis, qui ont essayé de faire des trucs. De fou. Moi, j'ai des amis qui bossent dans le luxe. Et Balenciaga, mais totalement. Balenciaga, la dernière collection, il y a des maillots de foot. Ils font des maillots de foot. Parce qu'ils ont vu des petits en cité qui ont des maillots de Chelsea, de Real de Madrid. Ils ont dit, il faut qu'on fasse des maillots de foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et alors Balenciaga, à la base, c'est des sacs. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le streetwear. C'est-à-dire que la marque, elle se dit, ouais, il faut qu'on se positionne en fait. Parce qu'ils veulent vraiment toucher, et vraiment, ils regardent. C'est-à-dire que, en fait, le truc, il a totalement changé en fait. C'est qu'avant, on portait du luxe pour se dire qu'on est différent de la masse, du style qu'on a de l'argent, financièrement, on est quelqu'un. Mais maintenant, le luxe s'inspire des gens, entre guillemets, d'en bas, pour faire des produits, mais juste ce qui change, c'est le prix en fait. Parce qu'un streetwear, entre un streetwear de Go Sport et un streetwear de Balenciaga, c'est juste écrit Balenciaga, c'est juste ça la différence. Mais et justement, pour moi, il y a aussi la démarche. C'est-à-dire que là, Balenciaga essaie d'aller vendre à la communauté hip-hop. Et pour moi, à chaque fois qu'une marque essaie de créer un produit hip-hop, il se foire. Parce que c'est pas ça la base. C'est pas ça la base. C'est justement, vaut mieux aller chercher le on sait pas d'où ça va sortir. Ouais, il faut aller chercher le hoodie Decathlon et se l'approprier, le rendre stylé. Mais le hoodie Balenciaga, en tout cas pour moi, il n'est rien d'hip-hop. Après, tu peux le porter, en faire un truc. Mais à partir du moment où on essaie de le cibler, déjà ça c'est mort. Parce que c'est pas naturel. Alors Nike, plus ou moins ils aussi, mais on se l'est tellement approprié, on va dire, ils sont tellement à la jeunesse par exemple, ou des choses comme ça, que c'est vu différemment. Mais du Balenciaga, un pull Balenciaga, pour moi, c'est pas... Ils essaient de s'adapter un peu au streetwear, oui, mais ils visent pas la communauté hip-hop, je pense. C'est pas cette communauté. Pour compléter un peu ce que tu dis, je prends l'exemple de Marc Jacob, des marques de luxe de manière générale. Elles ont toujours fait un peu de sneakers, c'était du casual. Ouais, casual. Parce que tout à l'heure on parlait de casual. Donc c'était des paires casual qui ressemblaient à des paires mi-sportives, mi-mocassins. Voilà. Marc Jacob, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont dit à un moment, on ne va pas réussir à fourguer des robes à 15 000 euros ou 20 000 euros. On va faire de la sneakers, mais on va la faire au même titre qu'on fait des ceintures. Donc en fait, ils se sont dit que le segment sur lequel ils faisaient des ceintures, ils allaient en fait faire beaucoup plus de sneakers. Donc tout simplement, ils ont élargi leur gamme. Leur gamme, ouais. Et aujourd'hui, ils communiquent exclusivement sur ça. Ils communiquent sans communiquer. Ils disent, mais voilà, nous, on a toujours eu des produits casual dans notre collection, sauf que cette collection casual s'est agrandie. Donc, ils vendent la sneakers au même titre qu'une ceinture. C'est ça. Parce qu'il y a deux notions quelque part. Quand on parle de créateur, il y a une notion artistique, où ils vont faire ça parce que c'est original, parce que c'est beau, et puis derrière, pour des marques, il y a l'aspect voilà, exactement, marketing qui vient derrière. Alors on a déjà un petit peu répondu à la question, mais moi j'ai une question ouverte, c'est le hip-hop s'est-il adapté aux marques, à la mode, ou est-ce l'inverse au final dans le processus? Parce que tu vois, toi tu me disais qu'il y avait des tentatives. Donc, Ouais, moi je pense que les deux, le hip-hop s'adapte de toute façon à tout son environnement et justement on fait son art de vivre. Après, certaines marques essaient de s'adapter, donc certaines avaient de bonnes réussites,
quand on voit Virgil Abloh par exemple actuellement, avec, que ce soit avec Off-White, Louis Vuitton, ou de par ses collaborations avec Nike, il s'adapte à la culture hip-hop ou la culture aussi skateboard qu'on peut englober, etc. Et là, on va dire, c'est réussi. Mais parce que aussi, il a une culture lui-même. Il a un background. J'ai un background, comme dit Snake, mais il a cette culture du hip-hop, alors que pour le coup, certaines marques essayent justement de s'adapter au hip-hop, et je pense qu'il y a beaucoup de ratés, quoi. Et c'est pour ça que des marques disparaissent. Et il y a eu cette période, cette grosse période. En fait, c'est la difficulté de l'adaptation, c'est que le hip-hop, c'est l'authenticité. Et des fois, quand tu vas voir des gens qui ne sont pas authentiques et qui font quelque chose, c'est là que le truc ne fonctionne pas, en fait. C'est quelque chose de spontané, la culture hip-hop qui sort, on ne sait pas vraiment ce qui va sortir. Et d'ailleurs, dans cette spontanéité de processus de style, en fait, moi j'ai une question à vous poser par rapport à la danse. Est-ce que vous gardez tout le temps le même style, en fait, et est-ce que si vous changez de sap, ça façonne votre danse? Tu vois, est-ce que tu es plus à l'aise avec un type de sap et du coup tu vas plutôt danser comme ça ou pas du tout? Ouais, clairement. Clairement. Je pense que le danseur aujourd'hui, il choisit ses saps par rapport à comment il se sent dans sa danse, comment il se sent franchement, ouais, je pense que la sap influence beaucoup. On est un peu des éponges, quoi. Carrément. On prend carrément l'énergie de la sap qu'on va apporter sur le moment, quoi. Et je pense que plus tu connais ta danse, et plus le style que tu vas adopter va rester constant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, maintenant, je m'habille comme ça depuis, on va dire, 2-3 ans. Et avant, j'avoue, je faisais que suivre la mode. Genre, en fait, je faisais que suivre la mode parce que ma danse, je ne l'avais pas encore. Je la travaille encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais c'est comme je ne me connaissais pas, déjà intérieurement et dans le style, bah, je me cherchais, quoi, comme tout jeune, tu vois. Comme disait Jimmy tout à l'heure, l'identification à des groupes, etc. Bah, je changeais toujours de style. Jamais, toujours dans l'apparence, l'image, etc. Et c'est vraiment assez récent que je garde un style constant. Et ouais, c'est vrai que la spontanéité, du coup. Et toi, Noémie? Moi, je trouve que, comme il dit Roger, par rapport à ta danse, mieux tu connais ta danse, mieux tu connais comment tu vas t'habiller, par exemple. C'est pas pareil danser en legging que danser en baggy. Ça n'a rien à voir. Moi, je me rappelle, avant, quand je commençais, je dansais en legging, en t-shirt moulant. Je regardais les vidéos et tu te dis, il y a un truc qui va pas. Et là, c'est même quand tu regardes dans le miroir, et t'es en train de danser quand tu te regardes dans le miroir, si t'aimes pas comment t'es sapé, je trouve que t'aimes pas ta danse. Genre, si t'es dans le miroir et tu te dis, aujourd'hui, j'aime pas mes baskets, j'aime pas mon pantalon, toute ta danse, elle va devenir un peu bourrée, quoi. Genre, tu vas dire... Ça va te conditionner, quoi. Ouais, Ça va te conditionner, clairement. J'en profite, la petite parenthèse, il y a une question sur la question de rapidité. Donc, la réponse, c'était Carlito, c'est ça? Donc bravo à Naomi Delgado Drago qui remportera un lot. Bravo, on peut l'applaudir, elle était très rapide. Bravo, très cool. Et n'hésitez pas à poser des questions, là. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes d'émission. Les internautes, c'est le moment, on a des spécialistes sur le sujet qui pourront vous répondre. On va avoir une deuxième question. Là, avec pareil, un lot à gagner de chez l'Oiseau Moqueur. Avec quelle marque? Question de rapidité. Michael Jackson a-t-il eu un gros contrat? Petit indice, il va vous falloir aller sur l'Instagram de Sneakers Culture de Max Limol. Je répète, avec quelle marque Michael Jackson a-t-il eu un gros contrat? Question de rapidité et on donne le gagnant juste avant la fin de l'émission. Bonne chance. Moi je repars un petit peu sur ce que tu me disais, cet aparté fait, sur comment on est influencé par le style conditionné vis-à-vis de notre danse. Et toi par exemple, Jimmy, quelles sont tes influences dans la mode? Est-ce qu'il y a des artistes
tu vois, où tu te dis ouais carrément, ouais ça me parle, je vais essayer, je vais essayer de porter ça. Ouais, ouais. Alors c'est artiste ou ça peut être Ouais, marque, non, mais tu bien sûr, vois. bien sûr. Après, avant, c'était Prince de Bel-Air. Il m'a rendu ouf, ce connard, franchement. Voilà, je l'insulte parce qu'il avait toutes les paires que je rêvais d'avoir. Ouais, mais c'était trop. Déjà, et quand j'en parlais au collège, personne calculait en fait. Les gens disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais t'as vu la paire de Jordan, t'as vu la paire de Nike. Et en gros, lui, c'était un truc de ouf en fait. Mais plus tard, après, parce que j'aimais bien tout ce qui était couleur, mais maintenant, c'est vrai que j'essaie de porter des choses qui. Ce qui m'inspire en fait, c'est plus la signification du vêtement. Par exemple, je porte du Carafe parce que ça vient de Détroit. Et Détroit, ça vient du Motown, mais c'est aussi la ville de JD, mon producteur préféré. Donc il y a un truc qui s'allie avec ça. Donc je porte une histoire derrière le vêtement. Je porte des Converse parce que les Converse, c'est la seule paire qui a duré dans le temps et qui a fait toutes les. Qui a été avec les skaters, qui a été avec les rockers, qui a été avec les gens du hip-hop, qui a été avec plein de domaines différents. C'est pour ça que je porte des Converse. Et j'essaie aussi de porter du workwear parce que j'aime bien tout ce qui est les vêtements qui durent dans le temps. Maintenant, c'est pour ça que je porte des choses un peu armées, etc. Les gens me disent que je ressemble à un militaire ou un pêcheur. Mais en vrai, je porte ça parce que. Non, mais tu vois. Non, mais c'est vrai. Oui, mais un pêcheur stylé. Un pêcheur stylé, voilà, tu vois. Un pêcheur stylé, tu vois. Il y a du gros poisson. Rougir, parce qu'en 97, quand Wu-Tang signe avec leur maison de disques, qu'est-ce qu'il porte? Du Helly Hansen. Du Helly Hansen. Une marque de notice et de bourgeois. Exactement. De bourgeois. Et c'est ça le truc en fait. C'est que toutes les marques, même Polo avec Raekwon, tout ce qui est l'univers low life, etc. Moi, franchement, le truc que je m'étais dit, c'était franchement le workwear, tout ce qui est les trucs à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne. J'avoue, je suis un peu ouf, je regarde les camos pour savoir c'est de quelle armée, etc. et tout. Je regarde vraiment des trucs pour savoir d'où ça vient, etc. Et parce qu'en vrai, tout ce qui est armée, workwear, etc., ça me fait. Comment dire? C'est les choses qui me définissent et c'est pour ça que je prends ces sapes-là en fait. Et je m'inspire vraiment de ça. Vraiment. Du style un peu japonais. Armatora, tout ça. Alors, tu vois, justement, j'ai une question pour toi, Max. Quel est le processus d'adoption d'un style, tu vois? Donc, par exemple, tu vois, Jimmy, toi, tu nous parlais ben, toi, c'est plutôt l'histoire, on va dire. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce qu'il n'y a que ça, tu vois? Ouais, pourquoi? Enfin, pour toi, ou en général, hein, est-ce qu'il y a, tu vois, voilà, il y a un processus où les gens vont se prendre la tête ou... Je pense que déjà le premier step, c'est le mimétisme. Comme il disait, dans un premier temps, il y a quelque chose, un mouvement qui nous prend, qui nous attire, et du coup, on va dans un premier temps copier sans savoir. Et plus on évolue et plus on se renseigne, donc on essaye, alors soit on va jusqu'au bout et on devient un fameux geek, soit on s'arrête aussi à des steps, on va dire, maîtrisés, et juste on essaie de comprendre pourquoi on porte ça, d'où ça vient, et ce que ça signifie, et puis c'est comme ça qu'après on agrémente à sa sauce, quoi. Ok, donc c'est par des tests, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Après, t'es venu, t'as essayé. Il n'y a pas de mal à faire que du mimétisme aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, quoi, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, le but ultime, en fait, je pense, c'est d'être à l'aise dans son style, et que, je parlais des danseurs nous expliquaient un petit peu ce que ça leur fait de s'habiller de telle ou telle manière. Moi, je danse humblement en boîte, on va dire, et c'est vrai que... Quel danseur? Si tu savais. C'est la base, hein. Droite, gauche, c'est la base. Non, après, j'ai quand même... un peu... Ah, pardon, non, on touche un peu. Okay. Mais non, l'idée, c'est de se dire, ouais, effectivement, moi, je sais que je vais aller écouter tel type de son, je vais m'habiller de telle manière, parce que je sais que je vais rentrer les 2-3 moves que je connais, et que ça va passer bien habillé comme ça. Donc après, je pense que le processus, il est aussi avec ce qu'on fait dans la vie. J'aime bien m'habiller confortable pour travailler, donc je vais mettre des joggers, etc. Je pense que c'est ça aussi. Après, c'est adapter son style à sa vie, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça peut évoluer au travers des âges. Et je pense que, excuse-moi, de toute façon, la question prochaine est pour toi. En fait, je voulais juste apporter une précision parce que pour dire qu'on a tous eu à l'adolescence nos fameux tests, en fait, et je pense que, moi à titre personnel, c'était un petit peu dégueulasse et heureusement que je les ai testés à l'adolescence et je pense que c'est plutôt jeune qu'on teste nos trucs et après... Il y a des dossiers, quoi.
Ah oui, il y a des dossiers, ouais, mais n'allez pas chercher sur mes réseaux, il n'y a rien, j'ai tout enlevé, mais voilà. Non, moi je me rappelle que ma culture hip-hop, comment j'ai développé, c'est déjà en allant à New York en 85, alors que j'avais 13 ans. Mais je me rappelle au début, je comprenais, comme on n'avait pas beaucoup de choses, on regardait les pochettes de disques. On essayait de se fringuer comme les gars sur les pochettes de disques. Après, on essayait de regarder l'artiste du moment. À l'époque, début des années 80, il y avait Kool Moody. Un peu au milieu des années 80, il y avait LL Cool J, qui avait un vrai flow, qui était percutant, qui avait le Kangol vissé sur la tête. Donc, dans notre imaginaire, nous, ça nous parlait beaucoup. Et je suis ravi de voir qu'effectivement, que tu as parlé du Prince de Bel-Air, tu as parlé d'autres choses, et de voir que beaucoup de styles commutent et qu'aujourd'hui, il y a un gros phénomène de récupération des marques qui ont engrangé un maximum de données, de data, et qu'elles essaient de nous faire bouffer du rétro en nous faisant croire que c'est Alors c'est magnifique ce que tu dis, c'est avant la prochaine question que je vais te poser, c'est la petite réflexion que je voulais apporter aussi. Moi j'avais vu, ils expliquaient dans le processus sociologique aussi que quelqu'un quand il a 15 ans et que la mode c'est d'avoir des Air Force One et qu'il ne peut pas s'acheter la paire, quand il aura 30 ans, il aura le pouvoir d'achat et du coup par nostalgie il va se l'acheter parce qu'à l'époque il avait la frustration de ne pas pouvoir se l'acheter et c'est pour ça que les marques jouent beaucoup sur le côté rétro, si je ne me trompe pas. Oui et non. Il y a un petit côté comme ça. Dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est l'une des marques les plus jeunes, en l'occurrence Nike, qui va être à l'origine de ce phénomène du rétro. Mais attention, je prends une marque comme Adidas, comme la fameuse Stan Smith ou la Superstar, c'est pas une marque qui a été rétronisée parce qu'il y a toujours eu des paires présentes sur le marché. C'est des basiques qui sont restés. Assez continuelles. Donc pourquoi presque la toute dernière venue, Nike, c'est 72, c'est quand même une marque relativement récente. Je prends le coq sportif c'est 1895, New Balance à peu près de la même époque. C'est pourquoi avoir besoin de ce boost du rétro. Il ne faut pas oublier que certaines marques auraient disparu aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le phénomène rétro. Des marques comme Fila, des marques comme Saucony. Le phénomène rétro coïncide avec une période qui est assez propice, qui est la fin des années 90. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90? Il y a ce qu'on appelle le Friday Wear, où le vendredi, tu peux venir saper comme tu veux, du moins, dans la limite du raisonnable. Tu peux venir saper, en tout cas, tu peux au moins arborer tes sneakers le vendredi au boulot, et voilà, ça fait la petite trouvaille du vendredi. Et les marques vont jouer sur ce phénomène-là, et pas que sur ça, elles vont mettre un maximum de marketing pour se rendre compte que le phénomène rétro va se répandre, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Nous, on a cette acquaintance avec le rétro. Pourquoi? Parce que c'est l'Europe, c'est un vieux continent, on aime beaucoup promouvoir l'histoire, la culture. Donc le rétro, ça n'a pas la même notion, la même valeur qu'un Américain consommateur. Pour lui, le rétro, c'est de la consommation. Pour nous, c'est des valeurs refuges. Et alors, tu vois, par exemple, moi, je voulais raconter une anecdote et je ne connais même pas la réponse, tu vois. Par exemple, vers fin 2008, un truc comme ça, il y a eu un relan de la Puma Suède ou Clyde dans le break. Tous les b-boys, on était en Puma Suède. Et bizarrement, on ne savait pas pourquoi. Et du coup, on a commencé à voir tout le monde avec. Et puis du coup on s'est mis à les acheter, tiens fais voir c'est bien si on break avec et tout tu vois. Alors je connais même pas l'origine de ce... C'est vrai ouais non je sais. C'est le film en fait. C'est le film. C'est le film Street avec en fait où il y avait le battle entre les Rocksteady Crew entre eux et ils avaient tous des Pumas en fait. Oui. Parce que Puma ils avaient fait en sorte qu'ils aient tous les Pumas. Et en fait, à New York, après, vu que le film il a un peu marché parce que c'était des mecs de New York, à New York, en fait, il y a eu un relan de la marque parce qu'en fait, elle est en train de baisser. Parce qu'avant, sur les Jeux Olympiques, ils sponsorisaient l'équipe américaine. Et comme il y a eu le scandale avec le point levé, les gens ils voulaient vraiment changer le Oui, bien sûr, à l'origine. Mais moi je parlais, tu vois, pourquoi vers 2008, tu vois, c'est revenu. Et même maintenant ils ont fait une OP. Par exemple, moi j'ai reçu des Pumas Suède chez moi. Ils ont fait une OP, ils ont visé tous les gens. Même ils ont pris Booba, etc. Et en fait, c'est une OP mondiale où ils prennent que des rappeurs et des gens actifs dans la communauté hip-hop. Parce que Puma, ils ont un truc où ils aiment bien cibler les gens un peu, comment dire,
Ouais, underground. Par exemple, Puma, ils ont fait une grosse promo sur les pays d'Afrique, sur le football, où ils sponsorisaient le Cameroun, ils avaient fait des mots spéciales, vraiment, et ils ciblent vraiment ça. Et en fait, c'est toujours été une marque qui était à l'opposé d'Adidas, où l'Adidas, ils voulaient prendre les plus grands sportifs, et ils prenaient un peu les sportifs. En plus, je connais l'histoire d'Adidas et Puma, c'est deux frères. Ouais. Adolphe et... C'est pas drôle, Adolphe. Non, mais Adidas, le mec s'appelle Adolphe, et l'autre, il s'appelle Rudolph. Et en fait, il a changé de place, bon bref. Mais en gros, c'est deux frères. Ils ont fait Adidas. Ouais, il a fait Adidas, et l'autre, il a fait Puma. Mais c'est deux frères, les gars. Ouais, les mecs qui ont tiré la bourre jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'au bout. Et est-ce qu'on a, parce qu'on parle beaucoup de marques et tout ça, est-ce qu'on a, alors je m'adresse à toi, Max, mais si quelqu'un a la réponse aussi, est-ce qu'on a des chiffres, tu vois, sur la corrélation de l'impact du hip-hop sur la mode et sur les marques? Est-ce qu'on peut dire le marché du hip-hop, est-ce que ça existe, hein? Le marché du hip-hop pèse tant en termes tu vois, de SAP? Ça dépend, justement, c'est ce que j'allais dire, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de tout l'univers? En gros, le marché du hip-hop, c'est largement 150 milliards. Facile. Facile 150 milliards de dollars. Ouais. Enfin, on va dire en euros. D'accord. Il faut savoir qu'après les États-Unis, c'est la France, c'est la France. Deuxième consommateur. D'accord. C'est la même chose aussi pour les baskets. Après les États-Unis, c'est la France, puisque on produit un chiffre d'affaires d'à peu près pour les baskets. On est pratiquement à 7 milliards. On est les premiers consommateurs en Europe. Pourquoi? Parce que nous, on absorbe tout. On aime le running, on aime le lifestyle, on aime la grosse basket, on aime la bad shoes. Voilà, peut-être parce qu'aussi on a une plus grosse diversité, on a plus de réseaux aussi. On fait le levier en Europe sur toute la consommation, que ce soit sneakers et que ce soit hip-hop. Ok. Mais voilà, on pourrait penser que le chiffre de 150 milliards paraît un chiffre qui se rapproche de la réalité. C'est énorme. Il y a le Japon. C'est énorme. Le Japon, énorme. Alors, quelque part, peut-être parce que c'est par rapport à l'histoire de la guerre et qu'il y a eu les bases américaines qui sont restées très longtemps là-bas. Ouais. Je sais pas. Hein, c'est ça. La même chose aussi par avec logique. les Allemands, Ah oui. Les Allemands, etc. Jusqu'au mur de Berlin, par la séparation. Ouais. Mais ouais, ils sont super attachés à tout ce qui est hip-hop, mais dans leur imaginaire. Parce que forcément, vu qu'ils parlent pas anglais, ils comprennent pas vraiment. C'est un peu comme nous les Français aussi, où on s'accapare des choses et après on les fait à notre sauce. Le japonais, c'est la même, le Japon, c'est la même chose, mais sauf qu'ils sont un peu plus, on va dire, collés à l'image américaine, alors que nous, Français, on se détache un peu. Par exemple, le rap français est très différent du rap américain. Totalement. J'allais t'en parler, totalement. Ouais. Enfin, moi, je pense que totalement, dans la mesure où, en fait, à un moment donné, je pense que les activistes de la culture, ils se sont dit, faut qu'on arrête de copier les caries parce qu'on a aussi notre histoire à nous en France. On parle de notre histoire. En fait, ce que je voulais dire, c'était, en fait, dans la musique, on copie les Américains, mais ça dépend quelle époque. Enfin, après, là, on part d'un autre débat, mais parce que je vois ce que quand tu as fait j'ai vu tous les mecs qui pompaient, tu vois. Tu as fait j'ai vu des images. Ça arrive fort, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans la manière, comme nous, on conçoit le hip-hop, en fait, tu sais, on n'est pas très, par exemple, ils sont très, c'est dur à leur histoire, mais ils sont très black hip-hop, latino hip-hop, white hip-hop, alors que nous, c'est le hip-hop général, et un mec comme, j'ai une connerie, mais NTM, c'était un tismé et un blanc, nous, on s'en foutait que c'était un tismé et un blanc, c'était deux rappeurs. Ouais. Et il y a ce truc un peu de truc où nous, ça représente rien, en fait, l'ethnie, alors qu'eux, ça représente quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est différent, en fait. Nous, on vient plus d'où tu viens que qui tu es. Okay. C'est ce qui définit un peu la différence du hip-hop français. On a eu une réponse à la question. Est-ce que c'est LAG la réponse? Ok, donc bravo à Clément Carrère qui remportera un lot. On peut applaudir. Bravo Clément Carrère. Il a la technique, hein, derrière, une grosse équipe technique qu'on salue d'ailleurs. On peut clairement dire que, bien sûr, pour répondre à la question, le hip-hop influence la mode influence le monde, carrément. Il y a eu plein de stories de raconter, d'éléments, des chiffres et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était très très cool. J'ai appris des trucs. J'espère que vous aussi, derrière, il y a plutôt intérêt. Là. On a donné des infos avec des invités qui ont donné des données, des anecdotes et puis des gens qui consomment aussi. Hein. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous rajouter? On est bien. On a tout dit sur le sujet. Suivez la Zomoker, suivez Sneaker.
Ah bah, bien Suivez sûr. Motion Lab, Motion Live, Motion Lab, Live, Lab Live, Live, Lab, Live, Eh Live. oui, parce qu'on rappelle que il y aura 2 cours par soir gratuits qui seront proposés sur l'application Motion Live du 12 avril au 14 mai. 2 cours par soir, donc c'est l'occasion d'essayer l'application. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux invités, merci Max, merci Chiki, merci Noémie, merci Jimmy Dudat et merci Max l'oiseau moqueur. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Keep in form. Bonne soirée, bon appétit. Bex.